Bonjour à vous tous, nous sommes sur la terrasse de la Fondation Cartier pour 300 millions de critiques. Nous allons analyser l'ensemble de l'actualité culturelle avec mes camarades. Vous les voyez, ils se ressemblent plutôt à un épisode de Tanger ni d'Espion, étant donné le climat qui règne sur cette terrasse extraordinaire. Mais au fond, ce qui les intéresse, c'est la culture. Et d'ailleurs, nous sommes dans cet endroit mythique qui est la Fondation Cartier, mais derrière, ou plutôt devant un cimetière mythique, le cimetière Montparnasse, puisque derrière moi, vous trouvez enterrés donc César, Charles Baudelaire, Sioran, Samuel Beckett et même Jean Carmet. Voici le sommaire de cette émission. Nous sommes ravis d'être avec vous. La BD peut-elle faciliter la façon de raconter et de comprendre certains événements historiques? Nous allons en débattre autour d'un album intitulé Un maillot pour l'Algérie qui raconte au travers de l'épopée de l'équipe de football du FLN un pan de l'histoire de l'Algérie et de la décolonisation. Benjamin Vautier, alias Ben, expose dans la Drôme en France, une exposition qui réunit ses œuvres et celles d'une quarantaine d'artistes invités, l'occasion de parler de cet artiste singulier. Le musée de l'Orangerie à Paris accueille Apollinaire, le regard du poète, le Mucem à Marseille invite à suivre Jean Genet sur les rives de la Grande Bleue, et ce ne sont que deux exemples parmi beaucoup d'autres au sein de la francophonie. Qu'ils soient figures de l'histoire littéraire ou plumes contemporaines, les expos autour des écrivains sont en vogue et nous allons tenter de comprendre pourquoi. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti. Et nous sommes avec Yves Bigot, mon cher Yves. Bonjour, vous êtes magnifique. On dirait Bonjour. Jean Carmet dans la cage aux folles avec ses lunettes. Bonjour, vous pouvez les remettre, vous êtes remarquable. Slimane Zeguidour. Slimane, comment ça va? Bonjour, très bien. Nous sommes avec Pascal Bourgault, donc ma chère Pascal. Bonjour, vous êtes Guillaume. magnifique. Nous sommes aussi avec la représentante de Radio-Canada qui est avec nous et je suis ravi et qui porte ce nom magnifique, Claudia La Rochelle. Merci. Et donc Michel Serruti pour la radio-télévision suisse. Voilà Salut, donc le programme dans son aspect humain. Premier sujet, la BD facilite-t-elle, et c'est une grande question, la façon de raconter et peut-être de comprendre un certain nombre d'événements historiques. C'est peut-être le cas donc d'accéder à l'histoire avec un grand H, avec la BD dont nous allons parler, qui s'appelle Un maillot pour l'Algérie, qui raconte au travers de l'épopée de la première grande équipe de football algérienne en 1958, un pan de l'histoire de l'Algérie et de la décolonisation. Les deux auteurs ont été récemment reçus sur TV5 Monde. On écoute un extrait de leur interview et nous en parlons ensuite. On s'est lancé dans ce projet après une discussion eue à Saint-Malo il y a 3 ans maintenant, où Chris me disait son désir de développer des histoires mêlant la grande histoire et le sport. Moi-même, ces sujets m'intéressent beaucoup, et donc après une bonne grosse nuit de recherche sur le net où j'ai pu aller de document en document, je suis tombé sur donc l'histoire de Rachid Makloufi et ses coéquipiers. J'en ai parlé à Chris qui ignorait également cette aventure et je crois que ça a un petit peu fait tilt. Alors, vous avez travaillé comment? Vous dites que vous avez fait des petites recherches, mais j'imagine que ça demande beaucoup de travail de documentation quand même. Oui, les petites recherches, c'est tout au départ. Après, il y a eu au moins 6 mois de travail. Alors aujourd'hui, le net est effectivement un outil extraordinaire. On va retrouver même le moindre buteur et la description de l'action de tous les matchs. C'est quand même assez extraordinaire. Et ensuite, il faut évidemment rencontrer les témoins s'ils sont encore en vie et s'ils acceptent de nous rencontrer. C'était le cas pour Rachid, c'était notre grande chance. Et puis après, il faut surtout imaginer comment raconter cette histoire-là pour en faire un récit, parce qu'on peut pas raconter la vie de 11 footballeurs pendant 4 ans, ça ferait 1500 pages au moins. Donc il faut faire des choix. Alors justement, vous dites en préambule que vous avez dû laisser dans l'ombre certains faits, certains acteurs. Est-ce qu'il y a des parties que vous regrettez de ne pas avoir relatées dans l'ouvrage? Ah, il y en aurait beaucoup. Il y en aurait beaucoup. On fait le choix de 4 personnages qu'on appelle les 4 de Sétif, puisqu'ils sont 4 sur les 11 joueurs à venir de Sétif, qui évidemment est symbolique, puisqu'il y a eu les fameux massacres de Sétif en 45, auxquels ces joueurs ont assisté. Donc on insiste sur eux. Maintenant, ils sont une trentaine au final à avoir participé à l'aventure. Il y a leurs femmes, pour une partie d'entre eux qui les accompagnent. Il y a les enfants. Enfin, tout ça, sont des choses dont parfois on peut que survoler. Et oui, c'est assez frustrant parfois. Alors, ils partent jouer pour leur pays, comme on part au combat. Bertrand Galli, vous les voyez comme des soldats, ces personnages? Des combattants avec des idéaux, mais des combattants sans armes, oui. Des combattants en short et en crampons. En tout cas, des personnalités fortes avec des idéaux, avec un véritable engagement. Et voilà cette BD donc, qui raconte, vous le savez maintenant, un maillot pour l'Algérie. Vous voyez d'ailleurs ce maillot de l'équipe d'Algérie de football.
À la une donc de ce livre, de cette BD, est-ce que mon cher Slimane, vous considérez qu'on raconte bien l'histoire à travers finalement ce livre? Je trouve que celle-ci, en tout cas, elle est très bien racontée parce que le football est une histoire, c'est de l'histoire, mais c'est aussi des hommes, des visages, des couleurs. Et comme nous sommes tous habitués aux chorégraphies de matchs de foot, donc ces images sont tout à fait pertinentes. En plus, il nous raconte une histoire qui concerne le sport, à la fois le sport le plus populaire et en même temps une des pages les plus passionnelles, si ce n'est passionnante, de l'histoire franco-algérienne. Vous le savez, on est en 1900. Il y a beaucoup de joueurs algériens qui sont venus jouer en France. Hein. C'est ça, oui, on est en 1958. Ils étaient français à ce moment-là. Comment ? Ils étaient français à ce moment-là. Absolument. Mais de Mekloufi à Daleb, tout le monde connaît le talent des joueurs algériens et d'encore beaucoup plus jeunes aujourd'hui. Donc, quel est l'aspect intéressant, justement, de cette BD pour vous ? Qu'est-ce qui ressort de cette BD plus que d'autres BD qui abordent les phénomènes historiques ? C'est qu'on entre déjà dans, et c'est là où c'est la création du scénariste et du dessinateur, on entre dans l'intimité de ces footballeurs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas seulement des personnages stéréotypés, des patriotes qui vont jouer sous le maillot et sous le drapeau de leur future patrie, mais ce sont des hommes et des femmes qui vivent une vie tout à fait banale, classique, mais que leur engagement footballistique et politique va transfigurer. Et c'est l'aspect vie quotidienne, l'aspect, conversion mentale de passer au statut de star du football français, adulé sur les tribunes de France et de Navarre, à un footballeur qui devient militant patriote, qui saute un peu dans l'inconnu, avec le risque de s'aliéner son public, ce qui ne se passera d'ailleurs pas. Chris, Bertrand Gallic et Javier Ray, donc, sont les auteurs de cette BD. Vous en avez pensé quoi, ma chère Pascal? Alors, vous savez, chez nous, les Belges, c'est notre truc. Moi, je suis très prudent parce que je déteste la BD. Eh oui, pardon. On le sait. Mais nous pas. On le sait. Nous, les Belges, on adore, on C'est fait normal. ça très bien. C'est notre spécialité depuis des années. Et donc, voilà, la bande dessinée, mais aussi la bande dessinée du réel, puisque là, il s'agit quand même d'une œuvre réelle. Alors, on ne compte plus les titres, qu'ils soient belges ou français, d'ailleurs, parce qu'ici, il faut quand même le préciser, l'éditeur est belge, hein, c'est Dupuis, Air Libre, qui est spécialisé donc, dans la bande dessinée du réel. On ne compte plus les titres qui racontent l'histoire avec un grand H, que ce soit la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, Napoléon, les rois de France, etc., mais aussi l'histoire par le petit bout de la lorgnette, ce qui est le cas de cet album, puisque en racontant l'histoire de cette équipe qui se forme et qui défend les couleurs de l'Algérie, qui n'existe pas encore en tant que telle, eh bien, il nous raconte en fait toute la guerre de l'Algérie et la relation amour-haine entre l'Algérie et la France. Une petite remarque. Moi, je trouve que l'album est très bien construit. C'est compliqué de faire l'équilibre entre le vécu, le réel, l'histoire, le personnel, etc. Ils réussissent. Juste un petit reproche, c'est que je trouve qu'il y a un peu trop de scènes de football. Et moi, je ne suis pas passionnée. Vous inquiétez pas, Bigot veille. Non, mais un peu trop de scènes de football, moi, qui m'ont profondément ennuyée, et pas assez de scènes historiques. Je trouve qu'au début, il plante bien le décor, il y a ce flashback, et puis alors après, on perd complètement la guerre d'indépendance. Il n'y a plus aucune référence, sauf à la fin. Je trouve ça un peu dommage. Voilà. Mais il faut remarquer quand même que c'est une bande dessinée, une BD, presque un livre qui est quand même assez dense, parce qu'il est plus, disons, plus épais, plus fourni qu'un certain nombre de BD d'habitude. Vous connaissez évidemment les noms des grands joueurs algériens qui ont marqué le championnat de France. Puis évidemment, la conscience nationale du peuple algérien en train de se décoloniser. Yves, vous adorez le foot, vous aimez beaucoup l'histoire et vous aimez la BD contrairement à moi, donc ça doit vous plaire énormément. Mais absolument, et puis surtout, c'est un épisode fondamental dans la naissance de l'Algérie, dans le cadre de la guerre d'Algérie, puisqu'en 1958, vous avez 12 joueurs de première division française, dont Rachid Mekloufi, qui est une star de Saint-Étienne, d'ailleurs, qui a le même maillot vert que l'équipe d'Algérie, qui va devenir l'équipe, le 11 de l'indépendance. Mais c'est un fait politique absolument essentiel. L'équipe, ce ne sont pas encore les Fennecs, comme ils le deviendront. L'Algérie qui a fait une très belle Coupe du Monde, meilleure équipe africaine actuellement. Et ce qui est très intéressant, mais peut-être Slimane pourra en dire un mot, c'est qu'après l'indépendance, en 1962, ces joueurs vont revenir en France, dans les clubs français, et notamment Rachid Mekloufi va redevenir la star de Saint-Étienne après cet épisode. Et un dernier mot, c'est que c'est intéressant parce que
il y a déjà eu un précédent avant l'équipe du FLN. C'était après l'invasion de Budapest par les chars russes, l'équipe du Honvéd Budapest, l'équipe de Puskás, de Kocsis, des stars hongroises des années 50, avait, elle, décidé de rester à l'étranger, de ne pas rentrer en Hongrie. Et ils ont passé comme ça plus d'une année à jouer en Europe, en Asie, en Afrique. Et certains joueurs ont été obligés de retourner en Hongrie, mais d'autres, comme Ferenc Puskás, notamment, Kocsis, etc., sont allés au Real Madrid et au Football Club de Avant Claudia, Barcelone. vous rajouter quelque chose, Slimane. Oui, alors comme le disait Yves, ces footballeurs, une fois l'indépendance acquise, ont réintégré leur club français d'origine, où ils ont été non seulement très bien accueillis, mais on leur a même payé les arriérés des 4 années où ils étaient absents. Et Rachid Mekloufi avait gagné donc la Coupe, était dans l'équipe qui avait gagné la Coupe de France. C'est le général de Gaulle lui-même qui lui remet la Coupe de France 10 ans après. Au nom du général de Gaulle, je me redresse. Et le général de Gaulle lui dit cette phrase à Mekloufi, donc, qui a 10 ans plus tôt était parti en Tunisie pour jouer sous les couleurs du FLN. Il lui a dit « La France, c'est vous ». Et c'est assez spectaculaire. Oui, il lui dit « La France, c'est vous » 10 ans après. Claudia, est-ce que ça vous a plu? Oui, beaucoup, parce que j'ai appris sur les questions de l'indépendance algérienne, j'ai appris sur le soccer, le foot, comme vous dites. Nous, on appelle ça le soccer chez nous. Le foot. Mais ce que j'ai hâte surtout, c'est de voir l'impact que cette BD aura chez nous, puisqu'elle n'est pas encore arrivée. Je l'ai eu, c'est tout chaud ici, mais au Québec, on ne l'a pas encore. J'ai hâte de voir parce que c'est le hockey chez nous qui domine dans le cœur des Québécois. Une chose est sûre, c'est que la culture de la BD, d'ailleurs, j'aurais dû vous apporter, Guillaume, une BD québécoise, vous qui aimez tant la bande dessinée. Vous connaissez mon point de vue sur la bande dessinée. Ah oui. C'est moins bien que la peinture et ça n'a aucun rapport avec la littérature. Donc, non, mais Guillaume, en revanche, vous aimez le football. C'est vrai. Heureusement. Mais Guillaume, dans la culture québécoise, la BD et le roman graphique gagnent vraiment des points en ce moment, atteignent une sorte d'apogée, notamment avec des auteurs comme Michel Rabagliati, qui a créé la saga des Pauls, donc Paul au parc, Paul à Québec. Donc ça, vraiment, c'est un grand succès. Les romans graphiques sont très intimistes, très ancrés dans le quotidien, dans les sentiments des personnages, des protagonistes. Et il y a, notamment pour ce qui est de l'histoire, pour prendre compte de l'histoire au Québec et l'histoire à travers le monde même, il y a un Guy Delisle, donc un BDiste originaire du Québec, qui a publié chez Dargaud des livres, des bandes dessinées comme Shenzhen, Pyongyang, Chronique birmane, Chronique de Jérusalem. Et il a connu un très grand succès. Et ces BD-là, oui, sont amusantes, peuvent être parfois drôles, ironiques, cyniques, mais surtout, elles jettent un regard sur l'histoire internationale, sur la politique internationale et permettent une certaine ouverture sur le monde. Et pour nos lecteurs, c'est formidable. Je plaisante évidemment quand je parle de mon allergie à la BD, parce qu'il y en a d'excellentes. Tout le monde a lu Tintin quand on était petit, particulièrement évidemment, notamment quand on va se recueillir. Et puis évidemment, vous avez connu récemment Quai d'Orsay, qui a parlé de l'histoire politique de la France, et même l'adaptation droit en BD du roman de Pierre Lemaitre, qui avait obtenu le prix Goncourt et qui parlait de cette situation de la France dans l'après-guerre de 14. Mon cher Michel, c'est à vous. Merci Guillaume, c'est très gentil, merci. Non, juste pour répondre à Pascal, le foot, je pense qu'il est important aussi dans cette BD, parce que si l'équipe d'Algérie... si l'équipe d'Algérie, qui était naissante à ce moment-là, avait subi... C'était l'équipe du FLN. Oui, c'était pas l'équipe d'Algérie. Le Front de Libération Nationale. Alors, on va dire que... C'est pas encore l'Algérie, qui n'existe pas. Qui était naissante, exactement. Si elle avait perdu, on va dire... Enfin, le résultat sur le terrain comptait aussi. Si elle avait été ridicule sur le terrain, si elle avait perdu sur le terrain, je pense que le mouvement et l'équipe auraient eu moins d'importance. C'est ce que la BD essaie de nous faire comprendre, et c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de scènes de foot. Je trouve que c'est une BD de facture tout à fait classique, mais qui est plutôt réussie. Moi, j'ai appris quelque chose. J'avais aucune idée de cette plus qu'anecdote de l'histoire, donc j'ai appris ça avec grand plaisir. Et je pense que c'est ce que les BD peuvent apporter en termes d'histoire à un public qui est peut-être pas forcément féru d'histoire ou qui n'a pas des connaissances particulières, mais qui s'intéresse à la BD et fait rentrer l'histoire par la petite porte à un public qui sera moins intéressé à ouvrir des romans, à lire des romans historiques. Donc tout ce qui peut amener des lecteurs au livre, moi je trouve ça, c'est plutôt bien. On a un auteur en Suisse
qui s'appelle Chapat, qui est un dessinateur de presse qui bosse pour le New York Times, pour le Temps, pour la Neue Zeitung, et qui fait aussi, lui, alors, on va dire du reportage BD journalistique qu'il publie pas forcément. Il y en a quelques-uns qui ont été publiés en livre, mais beaucoup sont publiés soit sur un site internet qui s'appelle bdreportage.com, qui est accessible par tout le monde, ou dans les journaux directement. Mais enfin, il y a ce côté qui est ancré complètement dans la réalité. Enfin, comme Joe Sacco, le BDiste maltais avec Gaza 1956 notamment, ou comme Art Spiegelman, qui pour moi était le tournant avec le fabuleux Maus, prix Pulitzer, qui a été, on va dire, le tournant qui a apporté ses lettres de crédibilité, de noblesse au roman graphique et à l'histoire, avec une histoire comme celle-là. Puis on avait parlé ici en plateau de Riyad Sattouf avec l'Arabe du futur. On est aussi dans une démarche un peu similaire. Donc aujourd'hui, ces romans du réel, ces romans qui sont ancrés et graphiques dans l'histoire, c'est intéressant. Il y en a des plus réussis, il y en a des moins réussis, mais moi je trouve que de manière générale c'est intéressant parce que, encore une fois, ça nous permet d'apprendre certaines choses, ça nous permet de regarder la réalité ou l'histoire avec un autre œil, ça nous permet d'être plus intelligents, d'être plus instruits. Tant mieux, et ce bouquin participe pleinement, à mon sens, de cette évolution. Voilà, le livre s'appelle Un maillot pour l'Algérie, donc c'est une édition d'Air Libre, et 3 auteurs, Ray, Gallic et Chris. Voici donc la couverture. Pour clore ce débat, le compte Twitter du Temps de Livre partage cette dédicace en forme de dessin des auteurs d'Un maillot pour l'Algérie, puis vous suivez sur le compte Twitter de l'émission. Hashtag 300 millions de critiques, et vous allez découvrir évidemment des infos sur le site internet aux adresses qui se trouvent en bas de l'écran. Merci mon cher Freeman d'être venu sur cette magnifique terrasse de la Fondation Cartier, il fait beau. C'est Estelle Martin qui va prendre votre place dans un instant, et nous allons parler d'un deuxième sujet qui nous ramène donc à l'art d'aujourd'hui, avec un personnage extravagant qui est le franco-suisse Benjamin Vauthier, alias Ben, qui a investi le château de Haute-Rive dans la Drôme en France, donc à quelques mètres du palais idéal du facteur Cheval, baptisé donc pour l'occasion le palais idéal des égaux étranges. L'exposition réunit donc ses œuvres et celle d'une quarantaine d'artistes invités, l'occasion de parler de Ben, donc de cet artiste singulier dont vous connaissez à la fois les t-shirts, les œuvres et cette manière, donc je vais le montrer, d'écrire sur des toiles noires. Donc voici donc l'affiche de l'émission, le palais idéal des égaux étranges. Tout le monde a croisé une fois dans sa vie des œuvres de Ben, qui a été un des premiers justement dans l'histoire de l'art du XXe siècle à inscrire des phrases pour marquer son intervention dans le débat sur l'histoire de l'art. Je vous propose de découvrir la présentation de cette expo et après nous parlerons de tout ça. Rien n'est étrange, la vie est étrange et tout est étrange. C'est les seuls 3 tableaux que j'ai faits pour cette expo. Je vais demander à la galerie de ma fille que tous les artistes de Nice m'amènent quelque chose d'étrange. Il l'a trouvé, il me l'a donné. Moi j'ai mis ça, regardez-moi dans l'œil, parce que les gens ne voyaient pas l'œil. Chaque tableau a son histoire. Il m'a dit, c'est là où je me brosse les dents tous les matins et je me rase. Et c'est le portrait de Frankenstein, c'est moi. Ready-made. Après, je l'ai un peu abîmé. Et il est fait par quelqu'un qui m'amenait des sculptures en bois comme ça tous les ans. Et il voulait les échanger avec une pièce à moi. Je lui ai donné une pièce à moi. Et je ne me rappelle plus de son nom. Qui sait où il est? Mais alors, où le mettre? Ah, la place de celui-là. Allez, ok. Vendu. Et ça m'a plu aussi. Je trouve ça étrange quand même. Ma chère Estelle, bonjour. Nous allons parler de Ben. Donc, l'exposition a lieu au château de Haute-Rive, dans la Drôme, à quelques mètres du palais idéal du facteur Cheval, jusqu'au 28 août prochain. Qui veut se lancer sur la carrière de Ben? Allez, le Suisse. Alors, il faut dire qu'il appartient à un mouvement qui s'appelle Fluxus, où on trouve des gens extrêmement différents, Yoko Ono, Robert Filliou, John Cage, etc. George Brecht, etc. Il faut rappeler que Dada est né en Suisse aussi, donc il y a toujours eu dans votre beau pays une vision underground de la culture qui est non négligeable. Ben, vous en pensez quoi? Oui, alors je vais peut-être commencer par la fin. Parce que ce qui choque aujourd'hui les gens, ou ce qui intéresse les gens, c'est quand on voit finalement les phrases qui ont fait la célébrité de Ben et cette écriture, on se dit oui, mais moi aussi je peux le faire. C'est la fameuse histoire des graffitis et autres. Alors, est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est pas de l'art? C'est la question que les gens se posent quand ils voient ça.
Alors on va revenir un petit peu en arrière, puis on va essayer à ce moment-là de voir la carrière de Ben depuis ses débuts. Et à mon sens, lorsqu'on en Il a à peu près, il a plus de 80 ans aujourd'hui. il est né en 35, il a 81 ans, absolument. Et quand on voit l'ensemble de sa carrière, à ce moment-là, on comprend, à mon sens, comment il en est arrivé à écrire ces phrases, l'intérêt qu'elles peuvent avoir, ce qu'elles représentent artistiquement et comment elles s'inscrivent dans son parcours artistique. Alors allez-y. Et artistique. Oui, Guillaume, c'est ce que je suis en train de faire, Guillaume. C'est ce que je suis en train de faire. Oh, il me pressurise, ce garçon. Bref. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, ce qui intéressait vraiment Ben, c'était de faire des trucs qui étaient nouveaux. Il voulait la nouveauté, la nouveauté. Alors pour ça, il a compulsé, il a regardé tout ce qui s'était fait avant, et puis il s'est rendu compte d'un truc très rigolo que je ne savais pas. Il s'est dit, voilà, finalement, ce qui n'a pas été fait, c'est dessiner des bananes. Donc il s'est mis à dessiner des bananes pendant un bon moment. C'était sa signature, je fais des bananes. Il était très pote avec Yves Klein, donc l'école de Nice, avec César, avec tous ces gens-là, avec Yves Klein. Voilà. Et Klein lui a dit, mais écoute... ce que tu fais là, c'est du sous-Kandinsky. C'est pas intéressant, c'est pas toi, ça. Ça a déjà été fait. Toi, ce qui est intéressant avec toi, c'est le langage. C'est ce que tu amènes, c'est écrire, c'est ça qui te correspond. Et c'est à ce moment-là, donc on est fin des années 50, au début des années 60, qu'il se met à écrire, qu'il a commencé à écrire sur les murs de son magasin boutique du côté de Nice. Ça a véritablement commencé à ce moment-là. Et après, il y a eu Fluxus, dont on parlait tout à l'heure. Fluxus, c'est un mouvement, je ne sais pas comment il faut le définir, c'est pro, contre, anti, oui, non, peut-être. On retrouve, ça concerne la musique, la littérature, les arts visuels, enfin tout ce que vous voulez. On parlait des gens qu'on les retrouvait. Le lettrisme. Ça l'a véritablement complètement ouvert à une certaine provocation, à pouvoir tout intégrer dans son œuvre. Et il a continué d'écrire et... l'art moderne, l'art conceptuel tel qu'il le fait lui, et comme Georges Brecht, par exemple, qui faisait partie de Fluxus, bien définit ça plus, on va dire, comme une quête philosophique, on va dire véritablement qu'une recherche esthétique. Donc ça s'inscrit pleinement là-dedans. Et aujourd'hui, les phrases de Ben qu'on lit, qui ont l'air d'être des choses qui sont très évidentes comme ça, s'inscrivent complètement dans son évolution, sont des choses qui intéressent les gens, sont des choses qui nous font réfléchir, qui nous font penser en l'art, réfléchir sur la vie. Qui nous font rire aussi. Qui nous font rire, qui nous font pleurer, qui nous émeuvent ou pas. Ce qui est le rôle de l'art, finalement. Donc, dans ce sens-là, voilà, moi, je trouve que le parcours de Ben a une véritable intégrité artistique, et c'est comme ça qu'il faut le comprendre, même si on en voit que le petit bout, aujourd'hui, parfois, on oublie tout ce qu'il a précédé. Claudia. J'étais convaincant. Oui. Merci. Pour cette intégrité artistique, l'anticonformisme, l'esprit un peu contestataire, ça m'a fait penser chez nous aux automatistes, aux membres du refus global, le fameux refus global qui, c'était donc un mouvement de contestation qui a été signé en 1948. Il y avait à ce moment-là Marcel Ferron, Gauvreau, Barbeau, Riopelle, Paul-Émile Bordua qui étaient impliqués là-dedans. Et oui, ça m'a fait penser à une forme de parenté à l'intérieur de tout ça. C'était des sculpteurs, des peintres très, très importants. Malheureusement, ils sont presque tous décédés à l'heure actuelle. Mais ça m'a fait penser aussi à un autre, donc un surréaliste, quelqu'un de très important qui est toujours vivant, qui est né en 1929, donc il y a 86 ans, et je pense qu'il doit connaître peut-être Ben, ou je ne sais pas s'ils ont travaillé ensemble, mais il s'appelle Armand Vaillancourt. Armand Vaillancourt, un type qui a les cheveux longs, blancs, quelqu'un qui est sur toutes les tribunes, souvent au Québec, très sympathique, très impliqué aussi dans les mouvements environnementaux. Et lui, déjà, dès les années 60-70, il a commencé à faire des sculptures in situ, notamment sur une rue très passante à Montréal où il a sculpté à même un arbre. Il a fait une sculpture qui a vraiment fait parler beaucoup, beaucoup d'elle. C'est un type formidable, brillant, allumé, et oui, qui peut susciter un peu la controverse par ses paroles, par ses œuvres aussi, des œuvres très marquantes. Alors, si vous allez faire une petite recherche pour trouver qui est Armand Vaillancourt, vous allez faire de très, très belles découvertes, d'autant plus que sa philosophie, très axée sur l'environnement, cadre très, très bien avec le contexte actuel dans lequel on vit. Il y a toujours une tradition, évidemment, dans le sud de la France des artistes. On parle évidemment de ceux qui ont rejoint cet endroit pour la lumière, Cézanne, Matisse, évidemment. Puis cette génération qui est celle de Ben, bien qu'il soit suisse d'origine. Puis une autre génération qui a suivi, qu'il a d'ailleurs accompagné, comme dit Rosa. Il faut dire que Ben a été un des premiers à écrire. Enfin, ça a toujours existé chez les cubistes d'écrire sur les tableaux, mais il faisait de ces tableaux ce qu'on retrouve dans beaucoup d'œuvres qu'on trouve à la Fondation Cartier ici, des œuvres où on écrit plutôt qu'on ne peint sur les tableaux. Il a été un des premiers à le faire, de la même manière qu'Armand a fait des boîtes, que Damien Hirst a fait des années après, mais les premières boîtes, on en trouve... notamment pas les premières, mais on en trouve aussi chez Armand. Donc tous ces artistes un peu oubliés de l'histoire de l'art et de l'argent d'aujourd'hui ont joué un rôle important. Mon cher Yves. La première fois où j'ai vu Ben,
C'était en 1967 à Saint-Tropez, ou plus précisément au carrefour de Lafous, où il participait à une mise en scène de Jean-Jacques Lebel, aussi artiste de la même génération. Exactement. Et donc une pièce de Picasso qui s'appelle Le désir attrapé par la queue, et la musique de Soft Machine. Et d'ailleurs, c'est là que David Allen et Kevin Ayers se sont pris d'amour pour la banane. Et qu'ils ont fait Banana Moon, Banana Amour, etc., sous influence de Ben. Et donc, figurez-vous que Ben, alors dans mon souvenir, je crois qu'il était cagoulé, et il intervenait à un moment du spectacle pour faire peur aux spectateurs. Il faut dire que c'était un peu délirant comme spectacle, puisque Kevin Ayers... C'est pas triste. Hein. Non, voilà. Et puis Kevin Ayers... Inviter Ben dans une émission de télévision, c'est se promettre... un show exceptionnel et une grande difficulté à conclure, mais c'est un type formidable. Kevin Ayers entrait souvent en scène, il chantait, il jouait de la basse sur un chameau, donc ça vous donne une idée un peu de l'environnement. De l'époque aussi. Et Ben, donc, lui, il arrivait avec un coup une hache, un coup une tronçonneuse, et il faisait semblant de vouloir décapiter le public, c'est vous dire simplement voilà, que le choc a toujours fait partie de son objectif dans son art. L'idée, c'était toujours faisons quelque chose qui va choquer. Et par ailleurs, j'ai été son concurrent parce qu'il avait à Nice une librairie qui vendait des disques. Et moi aussi, j'ai été à mes débuts disquaire à Nice. Donc nous avons été confrères et concurrents. Ma chère Pascal, Alors, l'idée d'attaquer le public à la tronçonneuse vous a beaucoup plu. Ah voilà, j'adore. Vous jouez de la basse sur un chameau. Mais les Suisses et les Belges participent de ce même esprit frondeur, un peu provoquant, etc. Donc Ben aime. Voilà. Non, mais pas seulement. Oui. Pas seulement. À la mon douane, cher ils sont Michel. moins drôles. Mais même à la douane. Je confirme. Donc, Ben a des amis artistes belges, et notamment dans cette exposition, parce qu'il expose ses œuvres, mais il a aussi invité 80 artistes de partout dans le monde, dont un Belge, Wim Delvoye. Alors, est-ce que Wim Delvoye, bien sûr, c'est un artiste flamand qui habite à Gand, qui est de la Rent, exactement, qui est de la génération de Yann Fabre, Alain Platel, etc., et qui est très connu pour une œuvre assez spéciale qui s'appelle Cloaca, que je ne vous décrirai pas en détail, mais en gros, c'est une... Ne mentez une pas, machine... allez-y, à faire du caca. Voilà, comme vous l'avez bien dit. Spécialiste de l'art. Le principe, si vous voulez, du présentateur, c'est de sauver les situations compliquées. Je n'aurais pas osé, j'allais dire qu'il retransmet le processus digestif. Oui, d'accord, on a compris. Voilà. Merci Pascal. C'est une machine à caca. Donc je vous rassure, la machine à caca est à Gand. Elle n'est pas à côté du palais du facteur Cheval, mais voilà. Et donc il expose des œuvres. Alors à Gand, on aime aussi Ben. Et donc en feuilletant le catalogue du MUCA, donc le musée d'art contemporain d'Anvers, j'ai retrouvé une série d'œuvres de Ben. Et alors c'est très particulier parce qu'il a appris le flamand. Non, oui. Ah bon? Donc, oui. Alors il y a trois. Il créé Netherlands. Non, alors il dit, donc il y a une œuvre écrite, comme vous savez, voilà, Euriskin, culture, Zonder avant-garde, ça va. Hein. Bon, vous n'êtes pas tous polyglottes, mais enfin quand même. Euriskin, Volk, Zonder, culture, donc il n'y a pas de peuple sans culture, et Euriskin, Tal, Zonder, culture, donc il n'y a pas de langue sans culture. Donc je comprends très bien, si vous connaissez un petit peu le mouvement nationaliste flamand. Voilà. Donc voilà, c'est pas étonnant du tout quand vous avez eu la traduction de ces phrases que ça s'est plu aux Flamands qui ont un petit peu un mouvement nationaliste d'identité assez fort. Voilà. Donc Ben est exposé en flamand à Gand. Voilà, il a beaucoup écrit sur ses tableaux noirs et il a aussi beaucoup écrit tout court, avec souvent d'ailleurs des propos sur la télévision, c'est le moins qu'on puisse dire, assez violents. Ma chère Estelle. Bah, écoutez, moi, la posture de Ben, très marketing, aujourd'hui, ce qu'on voit avec Ben, souvent, c'est tout le marketing qu'il y a autour, les t-shirts, il y a même plus que des t-shirts. Mais alors moi, ce qui m'a surprise, je ne le savais pas, c'est que c'est vraiment une posture qu'il a depuis le début. C'est-à-dire vraiment positionner l'art comme de l'art commerçant, comme... Peut-être que la comparaison est un peu hâtive, mais avec Andy Warhol, c'est-à-dire vraiment se placer dans la société de consommation, et ça, il l'assume depuis le début. Et moi, j'ai redécouvert le Ben contestataire. Vous évoquiez l'Algérie tout à l'heure. Pendant la guerre d'Algérie, il faisait des graphismes où c'était marqué mort avec un point rouge. Donc il y avait toute cette dimension. Et puis le côté performeur, hein, vous l'avez dit, ça aussi, je trouve que bon, maintenant il a plus de 80 ans, donc peut-être qu'on le connaît un peu moins sur cet axe-là. Mais c'est vrai qu'il se tapait la tête contre les murs en se blessant. Il se faisait couler de la morve d'une ou deux
donné. Iggy Pop avant Iggy, en voilà, fait. mais alors maintenant on le voit, il est un peu bonhomme, il est sympathique et souvent c'est vrai que les messages c'est un graffeur, hein, c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est un des tout premiers graffeurs. C'est pour ça qu'il a inventé beaucoup de choses avec le drôle recul. et ludique, mais c'était quand même un performeur qui y allait vraiment, quoi. C'était pas tiède, c'était pas mou. Et ça m'a vraiment intéressé. Et il a un site, alors je sais pas si vous êtes allé sur le site de Ben. Incroyable. Alors, c'est un espèce de fouillis hallucinant. Et après, il faut cliquer. Et là, vous découvrez sa fondation du doute. Et c'est très suivi, parce qu'il y avait plus, j'étais là 101, je vais pas y arriver, 101 millième visiteur sur la... Des dessins, des dessins. bulles. Mais à chaque fois que vous cliquez, vous avez soit ses performances vidéo. Et donc, on revient sur tout son parcours et on comprend mieux son engagement politique et aussi cette posture de oui, je fais du marketing et pas je vous emmerde, mais un peu. Et donc ça, c'est vraiment intéressant avec Ben. Je ne l'imaginais pas aussi frondeur. Voilà, et vous retrouvez notamment beaucoup de phrases de Ben qui ont inspiré Robert Combaz, qui écrit justement en marge de ses tableaux des choses qui sont à la limite justement de la philosophie de la rigolade, avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de poésie. Et nous terminons par un crochet sur les réseaux sociaux avec Agnès qui cite Ben, jolie phrase, je voulais être important, et il n'y a pas d'importance. Merci mon cher Yves. Hashtag 300 millions de critiques, site internet avec les adresses. Nous allons changer de domaine puisque nous allons parler d'un autre grand révolté, mais cette fois-ci de la littérature, puisqu'il s'agit de Jean Genet dans un instant, juste après le Zap Culture de notre chère Estelle Martin. Des noirs devant le baraque d'en face. Oh, qui est con, lui. La tragédie d'un homme qui, pour retrouver sa jeunesse, pactise avec le diable. Toi, tu vas être sublime. Elle incarne Jessie, une adolescente ingénue qui rêve de devenir mannequin à Hollywood. La beauté ne fait pas tout. Jeu de miroir, effet de lumière, depuis ce matin on ne regarde plus Versailles du même œil. Un nouveau roi s'y est installé, celui de l'art contemporain. Olafur Eliasson, danois de 49 ans, chacune de ses installations attire des millions de visiteurs. Le Louvre n'a pas encore les pieds dans l'eau, mais aujourd'hui le musée le plus visité au monde a dû fermer ses portes. La célèbre Vénus de Milo, ici au fond de la salle, se retrouve entourée de nouveaux voisins. Près de 200 000 œuvres, dont la mise à l'abri a commencé la nuit dernière. Approchez. C'est une image presque comme neuve, et pourtant le film date de 1960. Parle-t-il français? Si l'image est aussi belle, c'est parce que le long-métrage vient tout juste d'être restauré. Tous les artistes majeurs du XXe siècle se sont produits à l'Olympia ou s'y sont croisés un jour. Je suis honoré d'être devant vous. Xavier Dolan n'a pas de diplôme universitaire ni même collégial. Peu importe, a-t-il dit aux finissants, eux comme lui devront se battre pour se faire une place et réaliser leurs rêves. J'ai voulu monter mon propre label pour exister. C'est ce qui me permet aujourd'hui, en collaboration avec un label que j'ai travaillé en Afrique qui s'appelle 4L, de pouvoir faire en sorte que cet album voit le jour. C'est un spectacle grandiose où l'on découvre les univers très personnels des étudiants. Chic ou décalé, le défilé de la Cambre laisse parler tous les styles. Voilà à quoi ressemble la Fondation Vuitton, entièrement rhabillée par Daniel Buren. Ça devient comme une espèce de ballon ou de montgolfière ou une lanterne magique. Étrange et décalé. Et pourtant, ici en France, ces tableaux n'avaient jamais été exposés. La peinture de l'époque était une peinture post-impressionniste et cet art extrêmement personnel, avec cette recherche de vérité très crue en fait, était très dérangeant pour les gens de son époque. Les mal passés dans mon lit, ils sont à se gêner, n'en avoir qu'un cul. Dans le film, la famille n'apprécie pas trop. C'est ce que t'es en train de faire là. T'es en train de salir la famille là. Alors vas-y, chante! Envoûtantes, ces voix venues de Kinshasa, les anciennes du mythique groupe Staff Benda Bilili ont encore fait très très fort avec leur nouveau groupe Bongwana Star. On a changé, moi et Coco, on a changé le rythme. Un pari fou que peu de danseurs auraient accepté, Gilles Roman sera au centre de Swan Song, une nouvelle création en hommage à Maurice Béjart.
Voilà, donc bonjour mon cher Emmanuel. Bonjour Merci Guillaume, de nous bonjour avoir à tous. rejoint. Le musée de l'Orangerie à Paris accueille, puisque nous allons parler de l'exposition littéraire, 3e sujet. Donc je vous rappelle que nous sommes à la Fondation Cartier et donc pas à l'Institut du monde arabe. Magnifique terrasse, une des plus importantes fondations d'art contemporain en France. Alors, si je parle du musée de l'Orangerie, c'est qu'il accueille Apollinaire, donc je le disais, le regard du poète, mais que le Mucem à Marseille donc, accueille, lui, une exposition consacrée à Jean Genet, écrivain extraordinaire. Le Palais de Tokyo à Paris, lui, accueille une exposition qui est sur Michel Houellebecq, mais qui a été aussi conçue par Michel Houellebecq, et qu'il soit figure de l'histoire littéraire ou plume contemporaine, il y a de plus en plus, disons, d'expositions qui présentent justement des écrivains ou qui présentent un caractère littéraire. C'est le thème de la conversation que nous allons avoir juste après ce sujet consacré à l'exposition Jean Genet qui se tient donc au Mucem à Marseille. S'achève à peu près. Jean Genet est mort il y a 30 ans, le 15 avril 1986. Il laisse derrière lui une œuvre très personnelle, au parfum de scandale. Né de père inconnu, abandonné par sa mère à l'âge de 7 mois, Jean Genet est un enfant fugueur, voleur. Il souffre d'être mal aimé et refuse cette société qui le rejette. Jean Genet s'engage dans la Légion, puis déserte. Incarcéré à plusieurs reprises, il écrit pour se libérer et tenter de vivre. Genet commence son œuvre en prison. Une partie importante de son œuvre est écrite en cellule, au milieu de ses co-détenus, avec un cahier sur les genoux. Et la prison et l'abandon sont les deux éléments, au fond, qui ont joué pour lui un rôle capital dans la constitution de son œuvre, parce que son œuvre est écrite du dehors de la société. C'est Jean Cocteau qui le sauve de la prison à perpétuité. Il voit en Jean Genet le plus grand écrivain de l'époque moderne. Jean-Paul Sartre lui consacre même un essai intitulé « Saint-Genet, comédien et martyr ». L'écrivain maudit devient un symbole de la rébellion. Sa vie et son œuvre choquent et fascinent tout à la fois. Très tôt, Genet, de par sa vie très scandaleuse, de par ses romans qui s'éditaient sous le manteau, son homosexualité qui, à l'époque, en faisait un auteur qui n'était pas à mettre entre toutes les mains, eh bien Genet a très tôt intéressé les collectionneurs. À la fin de sa vie, Jean Genet épouse la cause des Palestiniens, en qui il voit des exclus de la société, tout comme lui. Écrivain, poète, voyageur, il est enterré à Larache, au Maroc, une nouvelle fois. Seul au monde. Commençons par Estelle. Ah bon. Mais cette exposition Apollinaire, je n'ai pas vu celle sur Jean Genet, elle prend tout son sens puisque Apollinaire était un poète évidemment, mais surtout un critique d'art. Donc là, c'est vrai que là, ça fait sens puisque cette exposition revient sur ces critiques d'art et les met en parallèle avec des œuvres de Picasso, de Matisse. Il a eu un long entretien avec Matisse qui est d'ailleurs présenté dans cette exposition. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Et en plus, il y a non seulement ce regard du poète sur les œuvres artistiques, les peintures, les sculptures. Il était très ami avec Picasso, avec Matisse et autres, mais il y a aussi comment ça l'a aussi imprégné, enfin ça l'a... Comment dire, ça lui a soufflé dans son écriture. Il y a des extraits d'alcool, de calligramme, où on voit comment la couleur, il y a un moment, il dit du rouge au vert, tout le jaune se meurt. Et là, ça, c'est donc Apollinaire, un poème. Et en parallèle, on a une œuvre de Kandinsky. Donc vraiment, c'est vraiment... Ça vous a plu ? Non, ça m'a plu, c'est intéressant. Parce qu'après, on peut se demander, avec les écrivains, c'est compliqué à mettre en scène, hein, des écrivains, il n'y a que des manuscrits. Là, évidemment, c'est beaucoup moins compliqué puisqu'on parle d'art, donc là, il y a beaucoup d'art qui est mis en scène. Après, moi, j'avais vu celle sur John Giorno au Palais de Tokyo, et là, la scénographie était juste géniale, parce que c'est un poème... Voilà, et Ugo Rondinone est un des artistes contemporains les plus célèbres du monde. Il est suisse, il vit avec John Giorno, qui lui-même était l'amant d'Andy Warhol. Et là, c'est formidable, c'était formidable. Moi, j'avais passé déjà, j'ai découvert John Giorno que je ne connaissais pas, et ce que j'ai préféré, alors il y avait tout ce graphisme, on en parlait avec Ben, qui est très important dans cette exposition-là, très littéraire. Il y avait des
téléphone Ouais. et vous preniez le téléphone. Vous faites très bien le téléphone. Voilà, le vieux téléphone, vous savez, les vieux Magnifique. téléphones qui n'existent plus, et vous Refaites-moi le le téléphone, encore preniez une et fois. vous l'écoutiez Ouais. et vous tapiez et là vous aviez un poème. Et moi j'ai trouvé que c'était une idée Et elle de garde la main, scénographie. elle fait encore le J'écoutais John Giorno et je trouvais ça génial. Envoûtant. C'était envoûtant. Et quand une exposition littéraire est de cette qualité-là, alors là, d'un coup, vous avez un rapport qui se crée avec l'auteur qui est différent de lire un manuscrit. Et moi, je tire vraiment mon chapeau à tous les scénographes. Je pense qu'il n'y a rien de plus complexe que de montrer voilà, une œuvre littéraire parce que c'est de l'écrit. Alors, soit on est Ben, soit on a un talent comme avec John Giorno, ou avec cette exposition apollinaire, encore une fois, si vous venez à Paris, au musée de l'Orangerie, elle vaut vraiment le détour. On est vraiment dans cette atmosphère dont on a beaucoup parlé ici dans 300 millions de critiques, ces temps modernes, artistique avec Picasso, avec Laurencin, avec tous ces brillants artistes. Alors chez nous c'est compliqué comme toujours parce que ça commence bien. Parce que nous les grands musées sont restés nationaux. Donc évidemment que choisit-on quel auteur? Un auteur francophone, un auteur flamand. Donc voilà, donc en tout cas les grandes institutions ne font pas d'exposition littéraire parce que ce serait trop polémique. En revanche, il y a des initiatives privées dans les petits musées, notamment il y a eu une très belle exposition de Simon, une rétrospective dans le musée des lettres et manuscrits de Bruxelles. Alors c'est une exposition, c'est pas du tout l'exposition dont on vient de parler, dont Estelle nous a décrit. Il n'y a pas une scénographie extraordinaire, c'était simplement une rétrospective chronologique avec Simon, sa jeunesse à Liège, son arrivée à Paris, des manuscrits, voilà, des manuscrits de lui évidemment. Vous faites très bien le manuscrit aussi. Un chèque. Voilà. Donc il n'y a pas une scénographie extraordinaire. Et donc voilà, plus classique, attend. Plus classique, on va réfléchir. Je me souviens, une exposition Verlaine. Oui, effectivement. Donc voilà, c'est pas notre tasse de thé, mais. Elle était réussie celle sur Verlaine. Oui, mais on n'en fait pas autant qu'ici quand même. Ici, c'est vrai que c'est très difficile de monter une exposition autour d'un auteur parce qu'il faut être le plus possible généraliste quand on fait un portrait, ou alors comme Jean Genet. Alors là, c'est parfait parce que moi je l'ai vu cette expo au Mucem de Marseille, magnifique musée d'ailleurs à Marseille, magnifique exposition. Vraiment, ils osent des choses, c'est important. Et voir comme ça les lettres, voir les textes écrits comme ça sur des cahiers d'écoliers autour du journal du voleur, c'est très émouvant. On explique aussi très bien son engagement pour la cause palestinienne avec des documents, des renseignements généraux, mais aussi avec un reportage réalisé en 1971 par Bruno Barbet, qui est un grand photographe, immense photographe. Il écrit un texte, Jean Genet à l'époque, et c'est l'ébauche du captif amoureux. Voilà, il y a le livre que vous avez entre les mains, qui est sublime. Si vous ne pouvez pas aller à l'expo, eh bien, ce livre vous donnera exactement le rendu de cette exposition sur Jean Genet. Voilà, l'un des plus beaux textes du XXe siècle, c'est Le Condamné à mort de Jean Genet. Je vous conseille de le lire, c'est absolument sublime et d'un grand classicisme littéraire, même si le sujet, la prison et l'amour en prison, est parfois évidemment un sujet totalement sulfureux autour de l'homosexualité. Cher ami venu du Québec, oui. J'ai l'impression que vous êtes... Je suis une Québécoise jalouse. Je veux l'expo Jean Genet, je veux l'expo Apollinaire et je veux l'expo Houellebecq. On dit pas je veux, on dit j'aimerais. Non, c'est je veux et ça va se produire, je vous le dis. Je vais faire des bassesses pour ça. Non, tout ça pour dire que nous, au Québec, on a des expos littéraires, mais qui ne sont pas nécessairement, qui ne se produisent pas nécessairement dans les musées. Oui, il y en a eu une et justement, ça a connu un très, très grand succès. C'est celle sur Agatha Christie, donc l'immense écrivaine, la grande écrivaine de romans policiers, écrivaine anglaise. Et ça a connu vraiment un succès, surtout pour le petit jardin des poisons. Hein. C'était une spécialiste des poisons. Et dans la presse québécoise, on en a beaucoup, beaucoup parlé de cette expo-là. Mais c'est surtout dans les universités et les bibliothèques, comme à la Bibliothèque et Archives nationales, notamment, Grande Bibliothèque aussi, qui a des expos. Il y en a eu une sur Yves Thériault en 2008, une sur Gérald de Godin en 2012 et l'an dernier sur le célèbre Michel Tremblay, que vous connaissez, l'auteur des Belles-Sœurs. Et en ce moment, il y en a une, c'est sur Anne Hébert, parce que c'est le centenaire de la naissance de Anne Hébert, donc très grande écrivaine québécoise, l'auteur de Kamouraska, qui a longtemps habité à Paris, justement. Et c'est aussi sur son cousin, Céline Garneau, qui était peintre, qui était poète. Et sur les expositions de littérature classique, en fait. Oui, c'est ça.
Oui, et puis Il n'y a pas de mise en spectacle au sens noble du terme. Pas tellement, et c'est peut-être que ça manque justement. Michel Tremblay. Oui, ça a été fait. Oui, ça a été fait quand même. Il y a eu des représentations. Il mérite une grande rétrospective. Mais il faudrait quelque chose qui reste. Quelque chose qui reste aussi très longtemps. On va l'organiser. Oui, mais ça, on pourrait faire ça. Oui. Avec Radio-Canada. Oui. Michel, on conclut. Ouais, je pense que c'est compliqué de monter des expositions comme celle-là. J'ai vu celle de Giorno, j'ai vu celle d'Apollinaire à l'Orangerie, qui sont d'ailleurs complètement différentes. Alors, Randino, on avait réussi un tour de force, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tableau, on n'était que dans l'écrit, mais en même temps, c'était une expo qui était extraordinaire, vraiment, qui était magnifique. Et puis en même temps, par contre, Apollinaire, alors évidemment, comme il y a le lien direct avec la peinture, avec les peintres, ça fait partie de son œuvre, et voilà, l'expo est passionnante parce qu'il y a des manuscrits, mais il y a Picasso, il y a Braque, il y a Léger, il y a Kandinsky, il y a Mack, il y a les Delaunay, qui sont au mur, donc voilà, ça vaut le déplacement et pour les textes, et pour Apollinaire, et pour la peinture, mais c'est pas toujours, j'imagine, facile de réussir à faire une chose pareille. En Suisse, on a aussi eu déjà quelques expos autour de la littérature, alors qui étaient beaucoup plus classiques. Sade, des manuscrits de Sade, son testament était exposé à la Fondation Bois de Mer du côté de Genève il y a quelques années. Il y a eu une expo photo autour des écrits d'Emily Dickinson. Il y a évidemment le centre du Renmat à Neuchâtel, dont je vous ai parlé dans une autre émission, alors qui met en avant les manuscrits et les dessins de Dürrenmatt. Et puis, on a actuellement, alors c'est vrai, je ne sais pas si c'est un hasard de calendrier ou si vraiment ces expos littéraires se multiplient, il y a un écrivain suisse qui est plutôt connu, même au-delà, puisqu'il a été récompensé du prix de l'Académie française par 2 fois l'Académie et du rayonnement du français, c'est Maurice Zermatten, qui lui a un peu un parcours, alors la version helvète d'Apollinaire, parce qu'il était très proche des peintres en Valais, dans ce qu'on appelle l'école de Savièse, notamment des peintres comme Chavaz ou Vallée ou Dubuis, lui qui était beaucoup plus contemporain, qu'il collectionnait, il a écrit des monographies sur les peintres, voilà, il était ami avec eux, grand romancier. Alors, il y a actuellement une expo à la Fondation Arnaud, c'est à Lens, c'est en Valais, voilà, qui met en avant et les tableaux et les peintres qui étaient proches de Zermatten et les écrits de Zermatten aussi, parce que l'un et l'autre se sont inspirés. C'est un peu une expo comme celle d'Apollinaire qu'on retrouve ici à Paris. Donc oui, manifestement, il y a un courant aujourd'hui pour raconter l'écriture à travers des images. Avec ce bémol, c'est que quand on met peut-être trop d'images, eh bien l'écriture, elle se passe d'images ou permet de créer les nôtres. Ça nous surimpose par définition d'autres images et puis peut-être qu'on n'en aurait pas envie. Mais ça donne envie quand même. Ça donne envie. Claudia, pour l'éducation, de la littérature, pour les enfants, c'est essentiel. Ce genre d'expo, c'est magnifique, formidable. Et c'est un vrai rôle dans le domaine de l'éducation parce que ça donne envie d'aller lire les livres. Voilà, et pour suivre notre conversation, vous terminez. Et nous trouvons sur Twitter, par exemple, Caroline qui poste ces magnifiques photos du Mucem, prise lors du vernissage de l'exposition Jean Genet, l'échappée belle. Je me redresse. Hashtag 300 millions de critiques. Site internet avec toutes les adresses au bas de l'écran. Claudia, votre coup de cœur? C'est le club, pour vous faire plaisir, des miracles relatifs. C'est de Nancy Houston. C'est paru chez Leméac, Actes Sud Leméac. Et si je vous en parle de ce roman-là, c'est parce que Nancy Houston vient du Canada, elle vient de l'Alberta. Et en ce moment, à Fort McMurray, en Alberta, il y a des immenses et dévastateurs feux de forêt. Et ça, depuis le début du mois de mai, on parle de ça. Et le lien, c'est que dans le club des miracles relatifs, je ne sais pas si Nancy Houston est devineresse ou prophète, mais elle parle de cette région. Elle parle de cette région-là et elle parle de ces zones pétrolifères, elle parle des désastres environnementaux qui sévissent en ce moment. Et justement, c'est en lien directement, et c'est vraiment un drôle de hasard, c'est en lien avec le club des miracles relatifs. Je vous passe l'histoire parce que c'est très dense, mais vraiment, c'est dans le sujet et c'est présentement en cours. Là. Vous pouvez l'entendre dans la librairie francophone, puisqu'on a réalisé un entretien avec elle et elle témoigne justement sur les incendies en Alberta. Michel, coup de cœur. Mon coup de cœur, eh bien, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, c'est l'exposition qui a lieu en ce moment à la Fondation Arnaud à Lens, Fondation Arnaud en un seul mot.ch. Et le catalogue de l'exposition, l'occasion de découvrir ou redécouvrir les écrits de Maurice Zermatten et les peintres dont il était ami et les toiles qu'il collectionnait. Si vous êtes en Suisse, allez à l'expo. Puis sinon, le bouquin peut se commander évidemment via Internet. Je vous le recommande vivement. Emmanuel.
C'est un livre qui va vous faire voyager, un livre de poésie, contrairement aux apparences, avec Salas Tétier et Jean-Baptiste Leroux. Jean-Baptiste Leroux est photographe, Salas Tétier, vous le connaissez, c'est un grand écrivain, un grand poète franco-libanais. Et avec Oasis, il nous emmène à travers le désert du Sahara, avec toutes les oasis. Alors on a l'oasis des mers, je ne connaissais pas ça, il y a des oasis au bord de la plage, et puis les oasis évidemment traditionnelles. C'est un livre important parce que ça souligne aussi l'importance écologique aujourd'hui des oasis, le rôle qu'elles tiennent, et puis aussi le fait que les cultivateurs s'éloignent un peu des oasis, les jeunes partent vers les villes, et du coup les oasis sont laissées à l'abandon, ou en tout cas sont laissées à des grandes chaînes d'hôtels, et là aussi il y a un risque pour l'écosystème. C'est un livre magnifique, Salas Tétier convoque des poètes, notamment Aimé Césaire, Rimbaud, il parle aussi de peinture avec Ingres, il compare les dunes de sable à des baigneuses, c'est sublime. Oasis, allez-y, c'est magnifique, et en tout cas ça va vous faire passer de bons moments estivaux. Merci, ma chère Pascale. Mon cher Guillaume, mon coup de cœur est un disque qui vient de sortir, qui s'appelle Refugee for Refugee, qui est un ensemble d'une vingtaine de réfugiés musiciens qui viennent d'Irak, d'Afghanistan, du Pakistan, de tout le Moyen-Orient, qui sont réfugiés aujourd'hui en Belgique. Une petite association qui s'appelle Musique Publique les a réunis. Ils ont fait un concert, un CD, et la prochaine fois qu'ils seront visibles en public, c'est au festival Esperanza, le 6 août, à l'abbaye de Floref. Refugee for Refugee. Merci beaucoup Pascal. Terminons avec vous Estelle. Alors mon coup de cœur est un roman graphique, Sex Story, la première histoire de la sexualité en BD. C'est très drôle, mais c'est très sérieux puisque ça a été écrit par un psychiatre et anthropologue, Philippe Breneau, tout à fait, et Laetitia Cohen. Oui, alors là il y a beaucoup de perches. Il y en a pas mal dans cet ouvrage. Non mais c'est sérieux et en même temps, c'est vraiment drôle. Par exemple, j'ai découvert que Cléopâtre avait inventé, bon ça vous le saviez certainement tous, le premier vibromasseur. C'était un petit peu dangereux parce que c'était avec des abeilles. On ne le savait pas tous. Voilà, elle mettait des abeilles dans une feuille de papyrus. Bon, il fallait que ça tienne bien, mais voilà. Donc on apprend plein de choses comme ça. Et l'Égypte a été la première, le premier. C'était très égalitaire entre hommes-femmes, parce que là aussi on voit que les rapports hommes-femmes ont toujours été très compliqués et que l'homme était souvent le dominant et que malheureusement on se bat toujours en demi. Si. Mais voilà, et l'Égypte a inventé le premier contraceptif à base de grenades. Enfin, on apprend. C'est vraiment une mine. C'est le fruit donc. Très drôle, et c'est mon exemplaire parce que je sens que tout le monde va vouloir me piquer, mais voilà, donc c'est aux éditions Les Arènes. Merci beaucoup Estelle. Mon coup de cœur, moi, sera tout simplement Cléopâtre. Merci, à bientôt. بیای دختری زیبای قوما مرا مگذار تنها بیای دختری زیبای قوما مرا مگذار تنها با شام هجر تو تنهای تنها کنم من شور و غوغا با شام هجر تو تنهای تنها کنم من شور و غوغا